Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de la série Ce qu'en disent les experts, organisé par SP Canada, Division du Québec, auquel prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Ce soir, nous aborderons le sujet des biomarqueurs et de leur utilité dans le suivi de la progression de la sclérose en plaques. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous tenons tout d'abord à remercier notre commanditaire principal, Novartis, et nos commanditaires partenaires, Biogen, EMD Serono et Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je suis Jean-Sébastien Lavoie. Il me fait encore grandement plaisir d'animer pour une autre fois ce webinaire. Je suis impliqué auprès de SP Canada depuis plusieurs années. J'ai participé entre autres à la web-série Souper Party ainsi qu'aux capsules d'information Premier Soutien. Je suis moi-même atteint de la sclérose en plaques. Avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de SP Canada. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aussi aux participantes et participants qui nous suivent en direct sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire et nous tenterons de répondre au plus grand nombre de ces questions-là possible. Veuillez noter que SP Canada n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'expert qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, Dr Étienne Devilliers-Sidani. Bienvenue. Bonsoir à tous. Merci Jean-Sébastien. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, courte bio, Dr Étienne Devilliers-Sidani, vous êtes clinicien, chercheur à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, le Neuro. En tant que neurologue cognitif, vous prenez en charge des patients et patientes vivant avec des troubles cognitifs évolutifs. L'objectif principal de votre programme de recherche au Neuro consiste à comprendre comment nous pouvons recourir aux sens comme la vision et l'audition pour approfondir nos connaissances sur le fonctionnement et la réparation des circuits cérébraux tout au long de la vie. Dr Devilliers-Sidani, vous êtes également fondateur d'Inodem Neurosciences, soit une entreprise basée à Montréal qui met au point des biomarqueurs de la santé cérébrale basés sur le suivi oculaire pour les appareils mobiles afin d'améliorer les soins aux personnes atteintes de troubles neurologiques et mentaux. Et je promets à tous nos auditeurs que tout ce que je viens de dire, on va comprendre grâce à votre présentation. Donc, bienvenue, Dr Devilliers-Sidani. La parole est à vous. Mais merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour cette présentation. Puis, comme je disais tantôt, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici ce soir. Merci beaucoup de l'invitation. Puis, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier toutes les personnes qui pourraient être atteintes de la CEP, qui nous écoutent ce soir, qui auraient participé à nos projets de recherche, parce que sans la participation de personnes pour développer ces biomarqueurs-là dont on va parler ce soir, sans cette participation-là, on n'aurait pas pu produire les résultats qu'on a. Donc, merci beaucoup. Puis, c'est sûr qu'on va parler de biomarqueurs ce soir, mais avant peut-être d'entrer dans ce sujet-là, je voulais parler un peu du cerveau, parce que même comme clinicien, sans comprendre comment le cerveau évolue à travers le temps, qu'est-ce qu'il est capable de faire, bien, ça devient très difficile de détecter quand quelque chose ne va pas comme il se doit. Donc, je voulais commencer par parler un petit peu du cerveau, puis de comment il change à travers le cours de la vie. Donc, le cerveau est évidemment un organe extrêmement intéressant, je trouve, et complexe et dynamique. Il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau, et puis chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones. Donc, on parle de trillions de connexions. Puis toutes ces connexions-là qui se font entre les neurones peuvent être modulées. Puis c'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. En fait, c'est cette capacité-là de moduler ces connexions-là pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir aussi compenser pour des atteintes qui pourraient être dues à une maladie, par exemple. Et donc, on est tous bien conscients que le cerveau est particulièrement plastique ou apte à apprendre quand on est plus jeune. Et puis ça, c'est plusieurs décennies d'études qui ont montré que, par exemple, si quelqu'un a les deux yeux qui ne sont pas alignés, bien, si on ne fait pas la correction assez tôt dans la vie, il peut avoir une perte de vision qui est permanente. On peut
aussi s'en rendre compte, puis peut-être c'est l'expérience de plusieurs personnes ici, que si on apprend une deuxième langue plus tôt dans la vie, bien, notre cerveau est capable de mieux s'adapter, puis peut-être qu'on ne se retrouvera pas avec un accent quand on parle cette autre langue-là. Puis ce concept-là de plasticité qui est plus importante très tôt dans la vie, ça s'applique à toutes les choses qu'on fait. Donc, pas seulement la vision, l'audition, le langage, des habiletés musicales, mais aussi toutes sortes de comportements qu'on peut avoir, puis toutes sortes d'habiletés qu'on développe durant la vie. Donc, mais ce qu'on a trouvé, par contre, c'est que le cerveau est quand même capable d'apprendre puis de changer plus tard dans la vie. C'est juste que les règles changent un petit peu. Et dans le fond, moi, très tôt dans ma carrière, je me suis intéressé à qu'est-ce qui arrive quand on vieillit. Puis, pourquoi ça m'a intéressé, c'est que comme clinicien, je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne ce qui arrive avec le vieillissement normal pour être capable de distinguer ce dont on s'attendrait normalement, dû à la trajectoire de la vie, de quelque chose qui pourrait être causé de façon peut-être même subtile ou difficile à détecter par une maladie évolutive. Puis là, quand je parle de ça, c'est pas juste pour la sclérose en plaques, ça s'applique aussi à la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, puis plusieurs autres maladies aussi dans le même genre. Puis la première question qui m'est venue en tête, c'est quand est-ce qu'on commence à vieillir? Parce que si on regarde simplement la peau, la plupart des gens vont se rendre compte que la peau commence à vieillir, pas à 65 ans, mais plutôt à 30 ou 35 ans même. Donc, on atteint ce pic-là à ce moment-là. Et le cerveau, c'est comme un peu magique parce que le cerveau, on ne le voit pas, il est à l'intérieur de notre tête, mais on sait que la peau, les muscles, les articulations, tout ça commence à vieillir quand même après la trentaine. Puis, juste pour donner un exemple, il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui sont encore très actifs après l'âge de 40 ans, c'est peut-être pour une raison. Donc, est-ce que ça s'applique aussi au cerveau, cette question-là? Puis, je dirais malheureusement, ou dans le fond, peut-être que ce serait logique de le penser, mais oui, cette notion-là de vieillissement qui commence à peu près vers la fin de la trentaine s'applique aussi au niveau du cerveau. Puis on voit déjà, ça c'est des études qui ont été publiées déjà il y a plusieurs années, mais qui ont été répliquées maintes et maintes fois, que quand on parle de notre rapidité à traiter l'information, notre mémoire, notre raisonnement, toutes ces habiletés-là vont commencer à décliner après l'âge de 30 ans environ, ce qui est plus jeune que ce que la plupart des gens pensent, mais c'est une réalité, puis il faut composer avec ça pour justement être capable de comprendre ce qui se passe dans certaines maladies. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les connaissances, elles, continuent de monter tout au long de la vie et nous permettent de compenser pour ces déficits-là qu'on pourrait avoir. On devient plus efficace dans toutes les tâches qu'on accomplit. Et puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment protecteur pour justement empêcher qu'on développe des déficits qui affectent notre qualité de vie ou dans notre fonction de tous les jours. Ici, ce que vous voyez ici, je ne sais pas si c'est tronqué un petit peu sur l'image, mais vraiment ce que je voulais montrer, c'est que si on regarde le cerveau, ça c'est des images de cerveau qui sont prises par résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique, chez des personnes avec des différents âges. Donc, les plus jeunes sont en haut ici, les plus vieux sont en bas ici. Puis ce qu'on voit, c'est que non seulement les capacités au niveau de nos habiletés cognitives, comme la pensée, justement raisonnement, mémoire, tout ça, mais ça décline à partir de 30 ans, mais le cerveau aussi change à partir de l'âge de 30 ans. Il s'en vient un peu plus ratatiné ou atrophié, pour utiliser un meilleur terme. Puis comment on le voit, ça, c'est parce que justement, on peut voir qu'il y a un petit peu plus d'espace entre tous les sillons là, qui contiennent toute la matière grise, tout le cortex. Ça s'atrophie un peu, puis là, il y a plus d'espace, donc il y a plus de liquide, en fin de compte, qui est le liquide qui protège le cerveau, qu'on peut voir sur ces images-là. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe normalement avec le vieillissement. Puis, cette atrophie-là, elle n'est pas due par une dégénérescence ou une perte des neurones, qui sont les cellules là, de notre cerveau, mais c'est plus par tout ce qu'il y a autour. Puis une des choses qui change le plus durant le cours de la vie, mais c'est la myéline. La myéline, c'est comme cette gaine-là qui est autour des neurones, des axones, qui permet une bonne conduction nerveuse. C'est cette composante-là qui est atteinte aussi dans la sclérose en plaques. Mais ce qu'on voit, c'est que cette myéline-là commence à descendre aussi à partir de l'âge de 45 ans. Et c'est quelque chose qui est observé. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça du cerveau qui semblent descendre, décliner un petit peu avec le vieillissement. Et ça fait partie du cours normal de la vie. Donc, pour résumer ça, c'est comment moi je vois ça, c'est
c'est que de la naissance jusqu'à l'âge de, disons, 35 ans, dans la trentaine, on acquiert plusieurs habiletés qui nous sont utiles pour pouvoir faire notre vie comme il faut, pouvoir faire notre métier, pouvoir juste faire les choses qu'on a envie de faire. Et ça atteint un pic vers 35 ans. Et après ça, il y a un petit déclin qui, généralement, va être gérable, qui ne va pas nécessairement nous causer des problèmes à fonctionner, mais c'est sûr que si on regarde même quelqu'un qui va très bien, qui est plus vieux, il ne pourrait pas nécessairement faire toutes les mêmes choses qu'il faisait quand il avait 35 ans. Mais ça, c'est correct parce que c'est compensé par justement ces connaissances-là qu'on accumule au fil du temps. Mais là où, moi, comme clinicien, quand je vois quelqu'un dans mon bureau, il faut que je me dise, donc on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour le faire, mais c'est de se dire, bon, moi, je rencontre cette personne-là peut-être pour la première fois ou pour la deuxième ou troisième fois. Est-ce que ce qu'on observe en termes de symptômes, parce que la personne est venue me voir pour une raison, est-ce que ça, c'est dû au vieillissement normal ou est-ce que ça, c'est dû par quelque chose comme une maladie neurologique qui engendrerait un déclin qui est plus rapide que ce qu'on s'attendrait? Et ça, je vous dirais que c'est pas facile à faire. On n'a pas de test. L'IRM, même si on voit cette atrophie-là qui augmente au fil du temps, c'est quelque chose qu'on peut peut-être se convaincre 10 ans plus tard que oui, OK, il y a de l'atrophie, puis c'est pas nécessairement présent au même degré chez tout le monde. Et il n'y a pas de prise de sang qui peut nous aider à faire ça. Donc vraiment, c'est souvent l'intuition du clinicien. Après avoir vu plusieurs personnes passer par le bureau, mais là, tu te dis, ben ça, c'est un petit peu plus que ce que je m'attendais. Puis là, en plus, ben, il faut se dire, ben chaque personne est différente, chaque personne part d'un niveau différent. Donc, est-ce que c'est ce qu'on s'attendrait pour cette personne-là? Donc, c'est complexe à faire, c'est pas facile, puis on n'est pas certain. Puis souvent, cette incertitude-là va faire qu'on va se dire, ah ben peut-être c'est juste le vieillissement. Et donc, ça va prendre plus de temps, en fin de compte, qu'on se rende compte que quelque chose ne va pas ou on va attendre pour voir comment les choses évoluent. Puis ça peut être du temps précieux qui est perdu, surtout comme dans le cas de la sclérose en plaques où on a des médicaments qui peuvent changer cette trajectoire-là. Donc, c'est quelque chose ce problème-là m'habite depuis longtemps, depuis que j'ai terminé mes études. Donc, ce que je suis venu à réaliser, c'est qu'on a besoin d'extraire un peu les éléments qui permettent à un clinicien chevronné d'avoir cette intuition-là que quelque chose ne va pas dans la bonne trajectoire. Et ça, donc c'est ça l'idée d'avoir des biomarqueurs fonctionnels, donc des biomarqueurs qui nous donnent un indice vraiment de la fonction du cerveau, comment la personne va, quelque chose qui pourrait nous donner un indice d'abord d'une trajectoire qui ne serait pas celle qu'on s'attendrait, mais qui pourrait aussi être significative pour nous aider à choisir nos options thérapeutiques quand il y en a. Donc, c'est quoi un biomarqueur? Un biomarqueur, c'est vraiment un indicateur qu'on peut mesurer de façon objective. Donc, on peut quantifier, qui n'est pas comme une intuition floue que je pourrais avoir sur comment cette personne-là va. C'est un indicateur qu'on mesure objectivement, puis qui mesure un processus physiologique ou pathologique, c'est-à-dire qui mesure comment le cerveau, disons, fonctionne si on parle du cerveau, et puis qui pourrait nous permettre d'abord de diagnostiquer plus tôt que quelque chose ne va pas, qui peut nous permettre aussi de suivre l'évolution d'une maladie ou de prédire un peu la réponse au traitement que s'il y en a un qu'on aurait donné à la personne pour l'aider dans sa situation. Et maintenant, donc, on n'a pas de bons biomarqueurs encore approuvés pour la sclérose en plaques. En fait, pour la plupart des maladies neurologiques, il n'y a pas vraiment de biomarqueurs non plus. Il y en a qui commencent à apparaître dans certains cas, mais donc on travaille là-dessus. Quand on n'a pas de biomarqueurs, comment est-ce qu'on peut capturer cette intuition-là qu'on a de l'avancée ou de la non-avancée de la maladie? C'est avec des échelles cliniques. Puis en sclérose en plaques, peut-être certains d'entre vous sont familiers avec l'échelle qui s'appelle EDSS, qui, elle, finalement, va donner un indice au clinicien de où la personne est rendue avec sa sclérose en plaques. Est-ce que c'est à quel niveau? 1 étant au tout début de la maladie où il n'y a vraiment pas de difficultés ou de troubles fonctionnels, et 10 étant la mort. Donc, c'est vraiment une échelle qui va essayer de capturer toute la maladie. Et elle est encore utilisée, cette échelle-là, mais elle a des limitations qui sont quand même assez claires parce que dans la partie de base de l'échelle, de 1 à 4, bien là,
pour augmenter de score, pour qu'il y ait une évidence de progression dans la maladie, bien, ça peut être toutes sortes de choses qui vont contribuer à ça, que ça soit des problèmes de coordination, des problèmes au niveau de la force musculaire, au niveau de la sensation, mais même au niveau aussi de la cognition, de la pensée. Mais dès qu'on atteint un score environ de 5 ou 5,5, c'est vraiment juste la capacité de marcher sur une certaine distance qui vraiment nous donne ce score-là. Donc, ça ne tient plus compte du tout des capacités cognitives ou d'autres choses qui, quand même, peuvent être importantes pour les personnes qui vivent avec cette maladie-là. Donc, cette échelle-là est très utilisée. C'est cette échelle qui est utilisée même pour approuver des médicaments au Canada, aux États-Unis, en Europe. Mais même si tout le monde l'utilise, elle a beaucoup de limitations. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Donc, moi, je suis un neurologue cognitif. Je m'intéresse particulièrement à la cognition. Puis, évidemment, moi, je vais me concentrer sur cet aspect-là de la personne qui est quand même, comme je disais un peu plus tôt, a un impact sur la qualité de vie, sur la capacité à travailler, c'est directement lié à la fatigue, à la capacité de se concentrer, tout ça. Et donc, donc, on a besoin d'un biomarqueur, si on est pour en développer un, qui va tenir compte non seulement des aspects qui sont évidemment de la mobilité, coordination, marche comme le DSS fait, mais qui va aussi tenir compte des aspects de la fonction cognitive. Donc, ce serait un biomarqueur qui serait un peu plus global, si vous voulez. Donc, c'est assez clair, c'est bien établi maintenant que la sclérose en plaques affecte les fonctions cognitives. La majorité des gens vont avoir des symptômes qui ont attrait à des changements au niveau de la mémoire, la capacité de se rappeler des choses, la vitesse de traitement de l'information, trouver les bons mots, la concentration. Donc, c'est quelque chose qui affecte quand même une majorité de personnes vivant avec la sclérose en plaques. Puis ça, c'est quand même assez clair quand on le mesure. Mais si on ne le mesure pas et puis qu'on ne pose pas ces questions-là, on ne va pas nécessairement s'en rendre compte. Puis des fois, quand on vit avec une maladie, bien, c'est quand notre cerveau lui-même est affecté, des fois, notre autocritique est un peu moins bonne, puis on peut s'adapter tranquillement à ces changements-là, puis juste dire, ah ben, c'est ça qui est ça, puis on ne va pas nécessairement réagir tout de suite. Mais c'est clair que la cognition est affectée dans la sclérose en plaques. Puis, ça, c'est un graphique un petit peu plus compliqué, mais un peu la raison pour ça, c'est que la sclérose en plaques, c'est vraiment une maladie qui a comme deux faces, où il y a d'un côté des attaques, qui souvent vont se manifester au début de la maladie. C'est comme ça que quelqu'un souvent se présente à la clinique en premier lieu, où là, il va avoir une perte de force ou une perte de vision ou un changement au niveau de la sensation. Puis cette attaque-là va créer donc des symptômes qui vont les amener à la clinique. Et puis après ça, ils vont se résorber en totalité ou en partie, comme le plus souvent. Et là, c'est pourquoi je montre ce graphique-là, c'est qu'il y a ces attaques-là qui sont les barres bleues. Mais en dessous de tout ça, il y a une progression aussi qui, au début, on n'arrive pas à bien la détecter par manque d'outils, encore une fois, et qui, au final, quand les attaques arrêtent, pour la plupart des gens, ben, on ne voit que cette progression lente là, qui est en dessous. Mais donc, mon objectif, disons, idéal, mon Saint Graal, ce serait de pouvoir détecter cette progression-là le plus tôt possible pour d'abord donner leur juste, évidemment, aux personnes qui vivent avec cette maladie-là, mais aussi pour aider les cliniciens à prendre des meilleures décisions et aussi pour aider à développer des médicaments qui vont tenir compte de cet aspect-là. Parce que si on ne mesure pas cet aspect-là, on ne peut pas développer non plus un médicament qui serait efficace à contrer cet aspect-là de la maladie parce qu'il faut pouvoir le mesurer. Alors, donc, un peu pour corroborer ce que je viens de dire, qu'il y aurait cette progression-là qui pourrait être présente très tôt dans la maladie. Mais si on demande à des personnes qui vivent avec la sclérose en plaques, quand est-ce que vos symptômes cognitifs auraient pu commencer, eh bien, la moitié vont dire que c'est avant même d'avoir été diagnostiqué. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas seulement présent très tard dans la maladie, c'est quelque chose qui est probablement présent tout au long de cette maladie-là, cette progression-là qui se trouve à affecter surtout la cognition. Donc, là maintenant, ce qui est évident, c'est dans cette maladie qui est la sclérose en plaques, c'est évidemment les troubles de mobilité, on mesure le score avec le DSS. Il y a ces attaques-là qui sont très évidentes, qui amènent les gens à la clinique. Puis à l'IRM, l'imagerie cérébrale, on peut très bien voir
ces attaques-là qui causent de l'inflammation dans le cerveau sous la forme de plaques, d'où le nom évidemment sclérose en plaques. Mais tous les autres aspects, comme les difficultés cognitives, les aspects aussi de santé mentale, l'anxiété, dépression, ou d'autres symptômes un peu plus flous, comme la fatigue et toutes sortes de symptômes qui sont difficiles à quantifier, mais souvent, ils ne sont pas tellement considérés en clinique, ou s'ils sont considérés, ils sont notés peut-être par le clinicien. On ne sait pas toujours trop quoi faire avec ceux-ci. Mais si on arrive à comprendre s'ils font partie d'une progression qui est en dessous de tout ça, bien là, ça va nous aider justement à en tenir compte d'une façon qui est plus intelligente, si vous voulez. Donc, je redis tout le temps un peu les mêmes choses depuis tantôt, c'est-à-dire il y a des changements qui sont subtils et on n'a pas des bons outils maintenant pour pouvoir les détecter, puis pouvoir les détecter, ces changements-là, surtout la cognition et d'autres symptômes comme je viens de décrire ici, mais ça serait important. Et donc, si, juste pour un peu réitérer ce concept-là que le DSS n'est pas le meilleur outil pour suivre la progression de la maladie, ça c'est une étude qui a suivi, qui a déjà été publiée il y a quelques années, mais qui a suivi 1400 personnes vivant avec la sclérose en plaques, puis ils ont regardé quel pourcentage de ces personnes-là, finalement, n'avaient pas d'évidence de progression. Donc, quand le pourcentage qui est ici, si on regarde, ici, si on voit 100, ça veut dire 100% des personnes commencent à leur niveau de base. Et là, dès que ça descend, c'est des personnes qui ont eu une progression significative. Donc, si on regarde la ligne bleue, c'est le DSS qui, finalement, va montrer qu'après 12 mois, bien, environ 7% des personnes auront eu un signe de progression basé sur un changement significatif sur le DSS seulement. Mais si on fait toute une panoplie de tests, si on fait des tests là, qui durent environ 1h30 à 2 heures dans la clinique qui incluent le DSS, des tests cognitifs, d'autres tests plus pour la dextérité, des tests aussi visuels, bien là, on se rend compte que 30% des participants dans cette étude-là auront eu un changement significatif qui a une incidence qui est liée à un changement de la qualité de vie. Donc, ça nous indique qu'effectivement, si on voulait vraiment bien faire les choses, il faudrait faire toute une batterie de tests pour être capable de voir qu'il y a eu de la progression. Puis ça, cette progression-là n'est pas visible à l'IRM. On ne peut pas le voir, ce n'est pas nécessairement lié à une plaque ou à une attaque qui serait survenue. C'est quelque chose qui souvent peut changer très progressivement. Des fois, évidemment, c'est des attaques qui vont contribuer à ça, mais pas toujours. Et donc, quand on va, maintenant, la seule façon, vraiment, donc si l'IRM n'est pas aidant, c'est l'examen clinique du neurologue qui va permettre de déterminer s'il y a quelque chose qui se passe. Et puis quand je dis l'examen clinique, ça peut être juste de bien écouter les symptômes que la personne rapporte, que la personne ait détecté, des symptômes, là, bien sûr, et un examen physique détaillé qui inclurait normalement la cognition aussi. Mais donc, ça, c'est un examen clinique, comme c'est difficile à quantifier. Après ça, on se dit oui ou non, mais on n'a pas vraiment un chiffre associé à ça. Puis, donc, encore pour réitérer le besoin qu'on a. Maintenant, je ne sais pas combien de temps vous passez, si vous avez une maladie neurologique puis vous avez la sclérose en plaques, combien de temps vous passez avec votre neurologue à la clinique. Mais moi, disons, pour un nouveau patient, j'ai 1 heure. Et quand je fais un suivi, c'est 30 minutes. Là, j'ai 30 minutes, c'est pas si long que ça, là, quand il faut parler de est-ce qu'il y a un problème avec les médicaments, c'est quoi les symptômes. Souvent, il y a toutes sortes de soucis qui sont plus d'ordre aussi social, comment ça fonctionne à la maison. Il y a des fois des formulaires pour l'impôt à remplir. Il y a toutes sortes de choses. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à faire. Mais là, il ne reste plus beaucoup de temps nécessairement pour faire un examen détaillé. Donc vraiment, encore une fois, c'est pas nécessairement même raisonnable de penser qu'à chaque fois qu'on va à la clinique, eh bien, il va y avoir un examen qui va durer 1 heure de temps. Donc, encore une fois, on a besoin de quelque chose qui nous donne un indicateur précis de l'évolution de la maladie. Donc, pour résoudre ce problème-là, on s'est tourné vers les yeux. Puis, donc, je vais parler maintenant, c'est plus la deuxième partie là, de la présentation où je vais me concentrer sur les mouvements des yeux et comment ils pourraient nous aider dans cette quête qu'on a d'avoir des meilleurs biomarqueurs
Et les yeux sont fascinants parce que quand je dis les yeux, c'est vraiment les mouvements des yeux, c'est où on regarde, ça dit énormément de choses sur le cerveau. Alfred Yarbus, dans les années 60, avait publié cette étude-là que vous avez peut-être même déjà vu ces images-là qui montrent que quand on regarde un visage d'une personne, un visage humain, eh bien, la petite ligne noire ici, c'est où on a passé du temps à regarder. Mais on va vraiment se concentrer sur les yeux, le nez, la bouche de la personne. Et ça, c'est parce que, on peut inférer que c'est parce que la personne communique à travers les yeux, le nez, la bouche. C'est aussi ce qui définit l'identité de la personne. On veut identifier la personne avec qui on parle. Ça indique l'intention de la personne. Donc, il y a énormément d'informations. Et donc, juste de regarder le pattern de où la personne regarde, quand on regarde même un visage, ça peut nous donner énormément déjà d'informations sur qu'est-ce que la personne pense. Et puis même, on peut penser à des personnes qui vivent avec le spectre de l'autisme. Eux vont pas vouloir regarder les yeux d'une autre personne parce que c'est menaçant, donc ils regardent jamais dans les yeux. Et ça, c'est déjà là, on peut avoir des indices de la présence ou de l'absence d'une maladie juste à regarder le tracé du regard quand quelqu'un regarde un autre visage. Donc, pourquoi est-ce que les yeux sont vraiment intéressants, les mouvements des yeux? C'est que la plupart des régions du cerveau, donc ça c'est le cerveau, il y a plein de connexions avec les muscles qui bougent les yeux. C'est presque la totalité du cerveau est connectée de façon directe ou indirecte avec les mouvements des yeux, que ce soit les parties du cerveau qui contrôlent au niveau du contrôle moteur, c'est-à-dire notre habileté à bouger, ou que ce soit au niveau de la cognition, comment on pense, notre mémoire, le langage, tout ça est connecté de façon directe ou indirecte avec les mouvements des yeux. Puis il s'agit juste de donner la bonne tâche à la personne ou de lui donner les bonnes instructions pour pouvoir faire ressortir justement tous ces paramètres-là qui peuvent être informatifs sur la santé du cerveau. Et quand on regarde autour de nous, on s'en rend même pas compte, en fait, mais on fait des saccades, ces mouvements rapides là, des yeux, puis on en fait là, à peu près une à la seconde de ces saccades-là. Ces saccades-là, ici, ce qu'on voit ici, ce que je représente, c'est quand la situation est normale, on peut demander à quelqu'un de regarder un petit X et quand le cercle apparaît, de le regarder le plus rapidement possible. Puis le petit point rouge, c'est où la personne regarde. Alors, dans une situation normale où la personne n'aurait pas d'atteinte neurologique d'aucune façon, le mouvement va être très rapide, très précis, ça va aller directement sur le cercle. C'est drôle parce que mon pointeur est aussi un petit cercle rouge, alors je ne veux pas créer d'autres confusions, mais quand on prend une maladie comme la maladie de Parkinson qui ralentit les mouvements, on peut voir de façon évidente que le regard de la personne est ralenti et brisé en petits segments. Puis cette petite segmentation-là ressemble beaucoup au tremblement qu'on voit en fait avec le Parkinson. Donc c'est vraiment très clair que les mouvements des yeux sont affectés dans cette maladie-là. Puis en sclérose en plaques, quand il y a des problèmes de coordination, on peut voir que le problème, il y a un problème, mais il n'est pas le même qu'avec la sclérose en plaques. C'est-à-dire que les mouvements des yeux peuvent être moins précis, peut bouger un petit peu, peut aller en ligne droite, et puis peut aller trop loin et avoir à se corriger. Donc ça, c'est juste pour montrer que les mouvements des yeux vont refléter ce qui se passe dans le cerveau, puis ces mouvements des yeux-là vont être affectés de façon différente selon la maladie même. Et donc, comme je disais un peu plus tôt, les mouvements des yeux nous renseignent non seulement sur les aspects plus moteurs, le contrôle du mouvement, leur précision, leur rapidité, mais ça peut informer aussi par rapport à la cognition, la vitesse de traitement de l'information, la mémoire, les prises de décision, même le langage. Puis ici, l'image que vous voyez, c'est ce qui arrive quand quelqu'un est déprimé. Même on peut sonder les émotions avec les mouvements des yeux. Si quelqu'un est déprimé, cette personne va avoir tendance à regarder plus longtemps ou plus souvent des visages qui sont tristes par rapport à des visages qui sont heureux. Et c'est comme ça a bien été démontré dans la littérature, peut-être parce que les visages tristes résonnent plus avec comment ils se sentent, je ne sais pas, mais au final, c'est ce qu'on observe. Donc, on peut vraiment avoir, le point que je voulais faire, c'est qu'on peut avoir énormément d'informations en regardant les mouvements des yeux. Et là, un tableau compliqué, juste pour vous garder là, alerte. Ce que je voulais juste montrer, c'est qu'il y a au moins 30 ans de littérature sur l'utilisation, sur l'extraction de différents paramètres des mouvements des yeux
puis comment ils sont affectés dans différentes maladies. Alors, il y a la sclérose en plaques, la sclérose en plaques ici, le Parkinson, une autre maladie associée au Parkinson, la maladie d'Alzheimer, et on pourrait faire des colonnes pour au moins 30 autres maladies, et on peut voir que les petits plus représentent tous les paramètres des mouvements des yeux qui sont classiques qu'on peut extraire, et comment ils sont affectés dans chacune des maladies. Donc, il y a un pattern qui est différent dans chacune des maladies, et c'est très, très bien documenté. Donc, la question, c'est pas de est-ce que c'est possible de comprendre ce qui se passe dans une certaine maladie neurologique avec les mouvements des yeux. Ça a été déjà démontré. Mais le problème, c'est que la plupart de ces études-là ont utilisé des appareils de ce type-là pour pouvoir extraire les mouvements des yeux. Donc, c'est des appareils qui sont pas très pratiques pour des cliniques ou qui s'implantent pas tellement bien, en fait, dans des cliniques ou même à la maison. D'abord, c'est très coûteux. C'est des appareils qui coûtent au moins 25 000, 30 000 $ et on peut pas bouger la tête, ça fonctionne pas avec des lunettes. Et donc, c'est très bien pour le laboratoire, mais ça fonctionne pas pour pouvoir aider dans les soins d'une façon pratique. Donc, il y a plusieurs années déjà, ça fait déjà 6 ans, on s'est dit, on va essayer de résoudre ce problème-là. Je pensais que ce serait facile, mais ça ne l'était pas du tout, en fait. C'est d'essayer de capturer les mouvements des yeux simplement avec la caméra d'un appareil mobile. Donc, sans utiliser un appareil compliqué avec la caméra, juste finalement filmer le visage de la personne, filmer les yeux, de façon à pouvoir en extraire les mouvements oculaires. Et puis, ça a pris du temps à développer, mais finalement, on y est arrivé. Et c'est la précision de cette technologie-là qui fonctionne sur un iPad, finalement, et cette précision-là est équivalente à celle de ce qu'on retrouve sur des appareils plus sophistiqués, plus coûteux, comme je vous ai montré il y a quelques minutes. Et on a, donc, c'est simple. On a créé une application qui s'appelle Aetna. Puis Aetna, c'est pour Eye Tracking Neurological Assessment. Désolé que ça soit en anglais. Avec -MS, parce on va le faire pour plusieurs maladies, mais la sclérose en plaques est vraiment la maladie qu'on a visée en premier. Et c'est vraiment une application qui se télécharge directement sur l'iPad. C'est la compagnie que j'ai fondée, Inodem Neurosciences, qui l'a fait approuver par Santé Canada, qui la commercialise aussi. J'ai jamais pensé que je créerais une compagnie dans ma vie. Moi, je suis un chercheur puis un clinicien, mais à un moment donné, si on veut faire quelque chose qui va être utile aux gens, il faut que ça sorte de l'université. Donc, j'ai porté ce ballon-là, puis on a créé cette compagnie-là. Puis Inodem, c'est pour innovation et démocratisation. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est l'accès, c'est rendre ça plus facile, c'est aider finalement à rejoindre le plus de gens possible, puis que ça soit accessible pour pouvoir suivre l'évolution des maladies pour les cliniciens, puis aussi pour la recherche. Donc, c'est une application qui est sur l'iPad et qui est connectée aussi à un nuage où là, l'information, il n'y a pas d'information privée comme du visage qui est envoyée, mais c'est juste vraiment les métriques des mouvements des yeux qui sont extraites, qui sont envoyées dans le nuage pour pouvoir être interprétées par le clinicien. Donc, c'est un test qui dure 10 minutes, c'est 5 tâches, vraiment très simple sur l'iPad et ça extrait environ 200 métriques, 200 paramètres des mouvements des yeux de façon instantanée, en fin de compte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces métriques-là, là, ces 200 métriques qui sont extraites? C'est là où l'apprentissage machine, qui est une forme d'intelligence artificielle qui ne va pas essayer de prendre en charge votre vie, là, mais qui est vraiment juste c'est des algorithmes mathématiques un peu complexes qui combinent ensemble différentes métriques de mouvement des yeux pour être capable de faire plusieurs choses. Ça peut être pour la détection précoce d'une maladie. Nous, dans notre cas, c'est vraiment pour prédire un score clinique qu'on l'a développé, mais ça peut être aussi pour développer des nouveaux indices plus sensibles d'évolution des maladies neurologiques. Donc ça, c'est tiré d'une publication qu'on a eue dans Nature Scientific Reports, plus sur le Parkinson récemment, mais qui explique très, très bien ce qu'on a fait. Et donc, pourquoi on s'est intéressé à la sclérose en plaques, vous diriez en fait, vraiment, la raison principale, c'est qu'il y a des médicaments qui existent maintenant qui peuvent changer la trajectoire de la maladie. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible. Et donc, c'était une bonne
un bon problème à essayer de résoudre parce que justement, si un médicament peut changer la trajectoire de la maladie, donc ça devient très, très pertinent de pouvoir suivre de façon plus efficace l'évolution d'une maladie. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que, en général, pour pouvoir être sûr qu'il y a de la progression, ça prend environ 2-3 ans en sclérose en plaques. Ça prend 2-3 ans aux cliniciens pour s'en rendre compte à cause d'un manque d'outils. Parce que le temps est limité dans la clinique, parce que l'IRM n'est pas sensible à ça, parce qu'il n'y a pas de biomarqueurs. Donc vraiment, si on pouvait juste raccourcir un peu ce temps-là, puis qu'on pourrait permettre à la personne qui vit avec cette maladie-là de décider, mais est-ce que et si c'est approprié, est-ce que ça m'intéresserait d'être sur un médicament qui est un peu plus fort s'il y a évidence de progression, mais ça pourrait avoir un impact. Donc, pour un peu comprendre ça, donc dans les données qu'on a en sclérose en plaques, on a recueilli des paramètres de mouvement des yeux de personnes qui ont la sclérose en plaques, mais à divers degrés de la maladie. Donc, on a recueilli des données sur environ 350 participants au Québec et aux États-Unis aussi. Donc, ça, c'est plus de 2500 tests. C'est une étude qui est encore en cours, d'ailleurs, en collaboration avec Novartis Canada. Et l'idée de cette étude-là, c'était vraiment de suivre au fil de 4 ans l'évolution de chaque personne et de voir si les métriques de mouvement des yeux pouvaient suivre cette évolution-là. Puis ce qui est particulièrement intéressant de cette étude-là, je crois, c'est que, étant donné que tout ça, c'est sur un iPad, ben, au début de l'étude, les gens partent avec l'iPad à la maison et se testent à chaque semaine pour essayer de déterminer c'est quoi le laps de temps le plus petit qu'on pourrait espérer avoir pour détecter la progression de la maladie quand il y en a. Donc, cette étude-là est toujours en cours et on a déjà quand même quelques résultats. Dans cette diapo-là, qui est un petit peu compliquée, ça montre ces modèles-là d'apprentissage machine qu'on a développés qui permettent de prédire, d'une part, le DSS, un score cognitif qui s'appelle le SDMT, un autre score cognitif qui s'appelle le BICAMS, puis un score plus au niveau moteur là, de la coordination. Et ce que ça montre ici, c'est que c'est différentes métriques de mouvement des yeux qui contribuent à la prédiction pour chacun de ces scores-là. Donc, c'est comme si dans toute cette soupe de paramètres de mouvement des yeux, eh bien, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour être capable de comprendre comment le cerveau est affecté et en lien direct avec les échelles cliniques qui sont validées maintenant. Donc ça rend ça particulièrement intéressant. Et avec et ça c'est un abstract, comme une affiche qui a été présentée à ACTRIMS, qui est une conférence en sclérose en plaques qui a eu lieu là, récemment, en février dernier. On a montré que, un peu comme la courbe que je vous ai montrée un peu plus tôt, c'est la même chose, ça montre quel est le pourcentage finalement des individus qui étaient des participants dans cette étude-là, qui ont eu un signe de progression basé sur plusieurs tests qui prennent longtemps à faire. Et donc, on a répliqué un peu ces résultats-là, qu'environ 40% des personnes en 18 mois avaient progressé selon une des échelles, que le EDSS, lui, avait juste détecté des changements significatifs dans 20% de ces personnes-là qui ont progressé. Mais la technologie qu'on a développée au niveau des mouvements des yeux a été capable de détecter 78% de ces personnes-là qui avaient une évidence de progression réelle, là, telle que mesurée cliniquement. Donc, c'est que des résultats un peu préliminaires, mais c'est quand même déjà très encourageant. Ceci dit, on a déjà eu l'approbation de Santé Canada pour cette technologie-là pour prédire le score EDSS de la personne. Donc, on peut prédire le score EDSS de la personne de façon équivalente à ce qu'un neurologue pourrait faire en clinique, ce qui est quand même intéressant pour essayer de désengorger le système. Et l'approbation maintenant est pour des scores entre 1 et 4.5, mais là, on vient de resoumettre une version 2 qui prédit de 1 à 7.0 et qui donne aussi le score SDMT qui est pertinent pour comprendre la cognition de la personne. Donc ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Ça, c'est un peu l'interface pour le clinicien qui permet de voir justement le score EDSS de la personne à chaque fois qu'elle s'est testée et son évolution. Puis on a plusieurs autres métriques aussi qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de la maladie. Donc, vraiment, notre objectif... Attendez une seconde. Ah oui, pardon.
Excusez-moi. Donc, notre objectif ici, c'est, comme j'en ai fait un peu allusion déjà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais vraiment, ça prend du temps avant d'avoir un rendez-vous chez le neurologue. Moi, je ne sais pas c'est quoi ma liste d'attente, j'aime mieux pas le savoir, mais j'aime ça prendre mon temps avec les patients. Si c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez le médecin, ça peut être difficile aussi de partager qu'il y a peut-être des symptômes qui nous dérangent ou qui peuvent avoir progressé. Et ça, c'est un problème qu'on veut essayer de résoudre avec une application comme ça. Donc, essayer de redonner à la personne qui vit avec cette maladie-là une capacité de suivre sa maladie. Et puis, en même temps, on s'est dit peut-être que les médecins sont pas les... C'est très facile à faire ce test-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être fait par un médecin. Ça peut être fait par avec l'aide d'un physiothérapeute, ça peut être fait avec l'aide d'une infirmière. À peu près n'importe qui peut faire le test, même comme dans notre étude, les gens le faisaient eux-mêmes à la maison. Mais donc, peut-être qu'on essaie de tester ces avenues-là pour dire bien, comment est-ce qu'on pourrait finalement raccourcir le temps que ça prend avant d'avoir l'heure juste par rapport à sa maladie, et puis quels autres intervenants dans le système peuvent finalement bénéficier d'une application qui se trouve à extraire un peu l'expertise du neurologue. Qui était le seul à pouvoir faire le score EDSS avant. Et là, donc, pour tester ça, on a déjà une étude pilote dans 10 cliniques de neurologie au pays. Je pense qu'il y en a seulement 2 qui ont commencé, mais ce n'est pas au Québec, c'est en Alberta et en Nouvelle-Écosse, je pense. Mais à Montréal, dans la région de Montréal, on a 2 cliniques de physiothérapie qui sont très intéressées à faire ces tests-là, et très bientôt, ça devrait être disponible chez eux. Donc, on essaie de trouver une façon avec laquelle les gens pourraient avoir accès à ce test-là. Et ce qui est intéressant avec les physiothérapeutes, c'est aussi que ils ont un petit peu plus, il y en a plus que des neurologues spécialisés en sclérose en plaques au Québec. Et c'est plus rapide d'avoir donc un rendez-vous. Et surtout, ils ont une structure qui permet de, si on a des assurances collectives, en tout cas, évidemment, on veut travailler vers un remboursement universel pour ce genre de technologie-là, parce qu'on ne peut pas le rendre gratuit, ça a quand même coûté cher à développer. Puis il faut le maintenir. Mais chez les physiothérapeutes, ce serait couvert par les régimes d'assurance collective. Donc, c'est vraiment intéressant comme avenue qu'on explore en ce moment. Donc, un Neuroconcept puis Omnicure Physio dans l'ouest de l'île de Montréal qui vont l'offrir. Donc, je n'ai pas beaucoup d'autres diapos. Vraiment, l'idée, c'est à court terme, de vraiment offrir un meilleur suivi de la santé du cerveau de façon plus globale. Donc, non seulement des choses qui ont attrait à l'EDSS ou des symptômes au niveau de la marche, au niveau moteur, mais aussi au niveau de la cognition, qui est vraiment une partie importante de cette maladie-là et de d'autres maladies. Élargir à d'autres maladies neurologiques. On travaille déjà pour le Parkinson puis la maladie d'Alzheimer. Donc, Parkinson, c'est le prochain. Et éventuellement, et ça peut paraître à l'envers, mais c'est la bonne façon de le faire, je crois, d'aller vers le diagnostic et puis aider le triage pour les médecins de famille ou aussi pour dire il y a des signes de quelque chose qui ne va pas bien. Donc, je pense que je vais sauter ça ici. Je voulais juste finir en vous disant que ça a demandé, ça a l'air simple tout ça, mais ce n'est pas du tout. C'était vraiment un effort coordonné de plusieurs partenaires, que ce soit au niveau académique, le Neuro, McGill, d'autres institutions aussi, au niveau de l'industrie. Comme je disais, Novartis nous a aidés là-dedans aussi. La compagnie que j'ai créée fait partie intégrante de ce projet-là. Et aussi au niveau réglementaire, Santé Canada, on veut aller évidemment aux États-Unis aussi et partout dans le monde si c'est possible. Puis au niveau financier aussi. Donc, c'est toute une coordination. Moi, je n'étais pas préparé à faire ça comme clinicien-chercheur, mais j'en ai appris beaucoup, en tout cas, dans cette aventure-là qui ne fait que commencer. Donc, voilà, c'est ce que j'avais ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. Puis, si vous voulez en savoir plus, il y a un lien ici, plus bas, une adresse courriel où vous pourriez vous poser plus de questions. Mais je pense qu'il y a une période de questions aussi ce soir. Donc, merci beaucoup. Merci énormément, Dr. Étienne de Villiers-Sidani. Je tiens juste à dire, votre passion pour le sujet est contagieuse. Je suis là à prendre des notes. C'est quand même, c'est vraiment très. Ce que j'aime beaucoup de votre présentation aussi, c'est qu'elle vient s'installer aussi dans.
on reçoit ici, là, chez moi, on reçoit d'autres experts dans cette série de webinaires-là. Et on avait reçu Dr Gabriel Macaron qui parlait de d'un autre programme qui s'appelle PERSIM, qui parle moins de biomarqueurs, mais encore une fois, j'ai l'impression que ça nous inclut plus, nous, les patients, à avoir l'impression qu'on vit, on apporte, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, d'avoir l'impression qu'on prend les choses en main quand nous, on vient participer avec une application, des choses comme ça. Et c'est vraiment trippant, en fait, tout ce que vous nous avez raconté et cette aventure-là dans laquelle vous êtes avec la compagnie que vous avez dû fonder pour aller au bout de cette histoire-là. Ouais. Ben, Donc, merci, ouais, c'est ça. Je pense que c'est essentiel, en fait, d'impliquer les gens parce qu'il y a vraiment un problème d'engorgement dans le système. C'est pas soutenable comme c'est là. Ça va pas aller en s'améliorant. Donc, il faut trouver des solutions qui vont permettre aux gens, même dans des régions rurales ou qui n'ont pas accès nécessairement à des cliniques très spécialisées, d'avoir un meilleur suivi, pas avoir à conduire 5 heures pour aller à Montréal ou à Québec. Là, donc, ça n'a pas de sens. Ou les gens dans le Grand Nord aussi qui prennent l'avion pour venir à la clinique. Dans ma tête, ça n'a pas de sens. Il faut trouver des solutions. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, il y a une période de questions telle que prévue et plusieurs personnes se sont manifestées. On va passer à la première question. On va get this out of the way, comme on dit. Quel est le coût de l'application? Est-elle disponible sur Android? Le coût de l'application est essentiellement, elle est gratuite elle-même, mais comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque test, là, on est en train de décider justement c'est quoi quel prix est juste pour ça. Il faut que ça soit, il faut qu'on puisse payer nos coûts aussi de développement. Donc, on est encore en train de décider là, du coût exact, mais comme je le disais un petit peu plus tôt, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement le patient qui a à absorber ce coût-là. Donc, il y a des façons de faire ça. Ce serait par justement les cliniques de physiothérapie qui peuvent avoir justement, si la personne a une assurance collective, mais il y a toutes sortes d'autres mécanismes qu'on est en train de voir pour essayer de minimiser l'impact sur le patient. Donc, je ne peux pas vraiment répondre au coût exact maintenant, mais c'est vraiment... L'idée, c'est de mettre le prix le plus bas possible pour avoir le plus de tests, avoir une meilleure visibilité sur justement l'évolution de la maladie. Donc, l'application, elle est gratuite, mais c'est plus à chaque fois qu'on fait un test, ça pourrait être prescrit par le médecin, puis on essaie de trouver comment ça pourrait être remboursé ou avec l'aide du physiothérapeute. Donc, on est en train de décider ça un peu, mais en théorie, on va essayer de rendre ça le plus abordable possible. Je vous fais confiance là-dessus. Est-ce que cette technologie-là est-elle déjà disponible? Est-ce qu'on peut déjà faire ces tests-là et ça va se rendre à un clinicien? On commence. Là, donc, il y a quelques cliniques qui commencent à le faire, comme je disais, mais pas encore au Québec. Ça s'en vient, je l'espère, bientôt. Mais sinon, il y a ces deux cliniques-là de physiothérapie, Neuroconcept, Omnicure. Là, on en approche d'autres, des plus grandes chaînes aussi, pour que ça soit offert. Mais donc, ça devrait commencer cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, oui, c'est approuvé par Santé Canada. Donc, ça nous permet de déployer. Avant, ce n'était qu'un outil de recherche. Maintenant, donc, tout est fait dans les règles avec les normes ISO pour assurer qu'il n'y a pas de données privées qui sont perdues, qu'il n'y a pas de... Donc, tout est fait de façon... C'est ça qui rend ça complexe aussi, là, vraiment d'être certain que tout, c'est un peu de l'information médicale à quelque part qu'on se trouve à générer. Donc, il faut que ça soit bien fait, il ne faut pas que ça se retrouve dans les mains de n'importe qui. Donc, c'est pour ça qu'on le fait d'une façon un peu plus restreinte au début avec des partenaires comme justement des cliniques ou mais notre objectif, c'est d'amener ça au téléphone, pas que ça soit juste sur une tablette, pour justement que ça soit dans le plus de mains possible dans les prochaines années, le plus tôt possible, en fait. On travaille là-dessus. Depuis combien de temps dans le fond, ma question, c'est, ça fait combien de temps que, disons, le projet est entamé? Ça fait combien de temps que l'application est considérée comme étant sortie et publique? Disons, parce qu'on en parle, on a l'impression que ça vient de sortir, c'est tout chaud. On a l'impression aussi que vous avez fait ça la semaine passée, mais... Oui, c'était la semaine passée. Non, c'était... On a eu l'application, elle est dans des études cliniques. Elle a eu plusieurs itérations aussi parce qu'on essaie toujours d'améliorer l'interface, la robustesse des données qui sont collectées. Parce que avec la tablette, pour être sûr que les données sont de bonne qualité, ça s'assure d'abord que c'est la bonne personne qui est
qui est devant l'écran. Ça s'assure que les conditions de lumière sont suffisantes, que la personne ne bouge pas la tête durant le test. Donc, il y avait toutes en anglais, le terme, c'est des safeguards, là, des garde-fous, si on veut, qui empêchent une collecte de données qui serait erronée. Donc, il a fallu tout mettre ça en place, améliorer aussi la capacité. Donc, l'application de recherche, elle est là depuis 2021, mais l'approbation par Santé Canada, c'était en mars 2024. Donc, ça vient juste d'arriver. Et là, on est vraiment au tout début là, de ceci. Puis, et on a déjà soumis une version 2 qui permet justement d'estimer le DSS sur une plage plus large et un score cognitif. On va en rajouter d'autres aussi. On essaie de viser un index de progression qui est le plus sensible possible, le plus informatif possible, mais on a décidé d'aller avec un estimé des scores cliniques que les cliniciens comprennent maintenant pour qu'ils sachent quoi faire avec le score. Donc, c'était vraiment notre stratégie d'aller avec quelque chose qui est connu, même si c'est peut-être pas le meilleur score. Mais en rajoutant d'autres tests autour, ou des estimés de d'autres tests, on espère avoir une vision globale de la santé du cerveau, en fait. Mais oui, non, ça fait... la compagnie a été fondée il y a 6 ans et demi maintenant, donc ça a pris quand même... ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Vous avez dit tantôt que ça a l'air facile comme ça, mais non, mais je vous rassure, on comprend quand même tout le travail qui est en arrière de tout ça. Une autre petite question, est-ce que vous travaillez toutes les maladies en simultané ou vous avez commencé avec l'ASP et vous allez éventuellement ajouter Parkinson et Alzheimer et ces autres maladies-là dans un deuxième temps? On se demande comment on va le faire exactement, mais ce sera peut-être des applications qui vont être séparées d'abord. Mais on a commencé à collecter des données pour la sclérose en plaques en premier. On avait accès à un super groupe à l'Institut neurologique qui était très intéressé à participer à ce genre de projet de recherche. Donc, ça nous a donné un accès rapide. C'était vraiment bien pour ça. Et on a un accès aussi vers des patients qui vivent avec le Parkinson. Donc, c'est vraiment, on a collecté des données, on a publié en sclérose en plaques et Parkinson, les deux. On a des données accumulées en maladie d'Alzheimer. Puis ce qu'on veut faire aussi, c'est être capable de voir si on peut distinguer une de l'autre pour justement aller vers cette idée de triage, là, pour aider un médecin généraliste, par exemple, qui ne serait pas très à l'aise avec les maladies neurologiques, de comprendre, OK, est-ce que je devrais référer à un neurologue? Parce que c'est vraiment ça, souvent, le goulot d'étranglement, c'est l'accès aux spécialistes. Puis là, quand on parle de neurologue, c'est pas juste... Il y a des neurologues généralistes, mais il y en a qui, comme moi, je suis un neurologue cognitif, donc je vais voir surtout des problèmes au niveau évolutif de la pensée. Mais il y a des spécialistes en sclérose en plaques qui, eux, se sentent à l'aise de faire le diagnostic. Un neurologue généraliste n'est pas nécessairement à l'aise de même faire un score EDSS, là. Donc, sauf ceux qui doivent se débrouiller, qui sont en région. Mais donc, il y a vraiment un problème d'accès à cette expertise-là qu'on veut régler. Donc, on a commencé avec ces 3 maladies-là. On espère pouvoir les combiner dans une même app. Mais il faut y aller par étapes. On ne veut pas brûler les étapes puis donner des fausses informations aux gens aussi. Donc, c'est vraiment... c'est très réglementé tout ça, mais pour une bonne raison. Ouais. Oui, j'en doute pas. Je me demandais, est-ce que... Moi, j'ai l'impression, petite tranche de vie, j'ai l'impression dans ma vie personnelle, mais... ma cognition se serait améliorée dans les derniers temps parce que la pandémie m'a fait devenir assez sédentaire et je pense que j'étais quelqu'un de très, très actif sportif, au niveau sportif avant la pandémie. La pandémie ainsi que des nouveaux symptômes de SP m'ont un peu rendu super sédentaire pendant 2, 3 ans. Puis là, j'ai recommencé à faire du sport et mon expérience concrète, anecdotique, mais concrète, c'est que je suis beaucoup plus en forme, concentré, moins fatigué maintenant que je l'étais à pareille date l'année passée quand j'étais pas du tout en forme, avec un léger surpoids et tout. Est-ce que vous pouvez observer dans vos données une courbe qui remonterait dans les performances cognitives? Oui, on peut, mais c'est une excellente question. Puis j'ai pas voulu aborder ça plus parce que le temps était limité, mais vraiment un peu, surtout moi dans le travail que je fais quand on parle de cognition, mais on a des bonnes puis des moins bonnes journées. Moi, il y a des journées où c'est plus facile, où je suis capable d'être plus concentré, des journées où c'est moins facile. Mais mon travail comme clinicien, c'est d'essayer de voir à travers ça puis de dire, mais là, il y a l'âge qui a un impact sur la trajectoire de la cognition. Là, après ça, il y a aussi, est-ce que c'est une bonne journée ou une mauvaise journée? Est-ce que la personne est déprimée ou anxieuse? Des fois, des gens, mon garçon
qui avait des fois un peu d'anxiété, là, c'est réglé, mais à l'examen, il y avait des moins bonnes réponses parce qu'il était anxieux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre quelque chose. Il faut essayer de voir à travers ça pour essayer de voir c'est quoi l'impact réel, peut-être vraiment le dommage, ce qu'on dirait lésionnel de la maladie sur le cerveau. Donc, il faut voir à travers ce qui est potentiellement réversible, comme ce que vous dites, qui est peut-être juste une question de pas faire assez d'exercice ou de mindset, ou des fois, pour certaines personnes, ça pourrait être peut-être une dépression liée à la COVID. Il y a plein de gens qui ont vécu ça. Mais donc, ça, c'est réversible. C'est pas causé par la maladie elle-même nécessairement. Et ça, il faut être capable de voir à travers ça. Donc oui, je dirais qu'il y a tellement de métriques de mouvement des yeux qu'on extrait. Il y en a là-dedans qui vont être vraiment très liées à des choses qui sont hardwired, là, qui sont vraiment comme liées à l'état de la machinerie, là, c'est quelque chose qui n'est pas affecté du tout par c'est une bonne journée ou une mauvaise journée. Mais il y en a d'autres qui vont changer beaucoup plus, qui vont vraiment être une indication de la concentration aujourd'hui. Et puis, ça, c'est vraiment intéressant, cette question-là, parce que je pense que c'est ce qu'on veut faire aussi, c'est d'essayer de départager lesquels pourraient justement être un indicateur de choses qui sont plus réversibles, de choses qui sont vraiment plus fondamentalement liées à un dommage causé par la maladie. Mais c'est pas si facile que ça à faire, parce que les deux peuvent être mélangés un peu, mais oui, c'est exactement vers là où on veut s'en aller, puis c'est pour ça que je voulais mentionner qu'on travaille aussi pour les maladies, toutes les maladies d'ordre mental, plus que cette dépression, anxiété, parce que je suis persuadé que c'est important d'être capable de les identifier clairement, parce qu'on peut aider pour ça, mais aussi parce que ça va nous permettre de mieux comprendre l'impact de la maladie réellement sur le cerveau en départageant tout ça. Donc, âge, des problèmes qui sont plus d'ordre fonctionnel, moi je les appelle comme ça, les anxiété, dépression, bonne journée, mauvaise journée, puis des problèmes plus lésionnels qui sont le dommage causé par la maladie. Donc, je pense qu'on peut départager tout ça avec ce qu'on fait, mais ça va prendre un petit peu de temps, puis des données. Donc, Oui, mais en fait, je pense que ma question, en fait, me faisait sous-estimer à quel point vous pouvez en lire des informations dans le mouvement des yeux. C'est vraiment impressionnant. Oui, ben on le sait, en regardant quelqu'un, en conversant avec quelqu'un, on a beaucoup d'informations. Puis... C'est vrai. Puis, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous avez déjà l'intuition d'autres choses à part les yeux qui peuvent être, là, on ouvre là, vers, qui pourrait être un autre biomarqueur, qui pourrait nous faire trouver d'autres biomarqueurs Absolument. Fiables? Absolument. Puis pour être vraiment honnête avec vous, moi, j'ai commencé ma carrière plus avec le système auditif. C'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé durant mes études postdoctorales sur la plasticité dans le système auditif. Puis je crois qu'il y a énormément d'informations dans ce qu'on dit, comment on le dit, dans la voix, dans notre façon d'entendre aussi, de comprendre les choses. Il y a juste moins d'études qui ont été faites là-dessus dans un contexte de biomarqueurs. Et donc, on s'est vraiment orienté vers les mouvements des yeux à cause de tout ce qui était déjà connu. Mais l'idée, ce serait de rajouter d'autres sens aussi. Donc, de rajouter la voix et ce qu'on entend. Et puis, peut-être qu'avec le iPad, justement, pour pouvoir bien détecter les mouvements des yeux, on doit savoir exactement où est la position de la tête de la personne pour compenser des petits mouvements qu'elle pourrait avoir. Donc, on a de l'information sur la posture, sur peut-être un tremblement qu'il pourrait y avoir au niveau de la tête. Donc, tout ça, c'est de l'information que finalement le clinicien, parce que quand le clinicien fait son évaluation, ce qu'il fait, c'est qu'il parle à la personne, et il regarde la personne, il fait l'examen physique. Dans le fond, il teste de façon fonctionnelle la personne à travers les sens. Donc, toute l'information, elle est là. Dans comment la personne bouge, que ce soit les yeux, mais le reste du corps, qu'est-ce que la personne dit. Donc, si on pouvait en capturer plus de ces informations-là, puis les combiner, c'est sûr qu'on aurait une meilleure performance, puis on pourrait aller plus loin. L'autre problème au niveau du langage, c'est qu'il y a plusieurs langues. C'est une belle richesse, mais ça rend le développement de biomarqueurs plus complexe. Ce ne sera pas nécessairement pareil, les changements qu'on va voir chez quelqu'un qui parle français, chez quelqu'un qui parle anglais ou une autre langue aussi. C'est pas les mêmes. Il y a des caractéristiques qui vont être communes, mais c'est un peu plus bruyant, disons. Alors que les yeux, c'est assez universel, comment on les déplace. Ah oui. Je vais avec une petite anecdote de quelqu'un qui nous écrit. Bonjour, j'ai un EDSS de moins de 1 an. J'ai fait 6 poussées depuis 1987. Ça fait donc 37 ans
que je vis avec l'ASP. Mes IRM montrent une atrophie cérébrale plus grande qu'une personne de mon âge et pourtant je n'ai aucun déficit neurologique ou fonctionnel apparent. Un test visuel indiquerait-il autre chose? Ah ben là, j'ai pas la réponse à cette question-là, c'est possible, mais ben, je suis content de savoir d'abord qu'il n'y a pas de déficit fonctionnel. Euh, les- L'atrophie n'est pas vraiment une mesure qui est très, très fiable. Comme je disais un petit peu plus tôt, l'atrophie, c'est pas nécessairement des neurones qui sont disparus, c'est vraiment juste les éléments qui les supportent. Puis il y a beaucoup de redondance là-dedans, donc le cerveau peut compenser. Et je vois des gens à la clinique, effectivement, qui ont beaucoup d'atrophie cérébrale, puis ça va très bien, ils n'ont vraiment aucun problème, alors que d'autres n'ont pas d'atrophie, mais ça va pas bien du tout. Donc, il y a vraiment, c'est pas très fiable. Puis c'est d'où aussi l'idée de développer quelque chose qui nous donne un indicateur fonctionnel. Donc, si ça va bien au niveau fonctionnel, ben les yeux devraient normalement montrer que ça va bien aussi au niveau fonctionnel, parce que c'est vraiment ça on veut avoir quelque chose qui résonne, qui est exactement lié à comment la personne va, donc sa capacité de fonctionner dans la vie de tous les jours et de faire ce que la personne veut faire. Donc, si ça va bien, normalement, les mouvements des yeux devraient montrer que ça va bien. Mais c'est plus dans les cas où ça va pas bien, où la personne... Mais c'est difficile de capter. Des fois, c'est pas évident. Hein? Des fois, c'est des symptômes qui sont plus... je suis fatigué ou j'ai moins d'énergie, je me concentre moins. Et là, tu sais pas, bon, est-ce que c'est justement à cause du fait que c'est l'hiver, puis il fait noir tout le temps, ou c'était la COVID, puis j'étais enfermé tout le temps, ou est-ce que c'est un signe que la maladie progresse, parce que ça peut faire ça aussi. Donc, c'est vraiment d'être capable de départager ces choses-là, puis de donner l'heure juste, puis aussi de dire quand les choses vont bien. C'est de l'information importante aussi. Ouais. Et pour finir, disons rapidement, selon vous, qu'est-ce que nous réserve l'avenir avec les technologies en lien avec les biomarqueurs, mettons, très, très large? L'avenir, wow, ben là, la boule de cristal, je vais sortir la boule de cristal, C'est ça. mais en fait, je pense que ben, ce que j'aimerais voir dans l'avenir, ce serait un meilleur accès à des soins de santé de qualité, ce serait le développement de médicaments qui sont plus efficaces quand c'est ça que ça prend. Puis je pense que partout dans le monde, puis c'est pas juste au Québec puis au Canada, il y a vraiment un problème au niveau de l'accessibilité des soins, puis surtout avec le COVID où les gens sont sortis un petit peu des grands centres, on voit qu'il y a vraiment une volonté de faire sortir des institutions les soins de santé, surtout quand les choses vont relativement bien. Donc, je pense que ça va être une meilleure capacité à donner à des patients qui auraient été diagnostiqués ou des cliniciens qui ne sont pas nécessairement des experts dans toutes sortes de maladies, des meilleurs outils pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la personne. Donc, moi, je pense qu'on va s'en aller, on va sortir un petit peu de l'expert qui est dans un grand centre, qui se fie sur son intuition, de la même façon que les neurologues faisaient la neurologie il y a une centaine d'années. Maintenant, on va avoir plus d'indices qui permettent de suivre la santé du cerveau de façon plus détaillée. Puis je dis pas qu'on va remplacer l'IRM, par exemple, mais ben, l'IRM peut être difficile d'accès aussi. Mais toutes ces choses-là vont être complémentaires, puis ensemble, on va pouvoir donner l'heure juste à la personne et aux cliniciens aussi pour qu'ils puissent s'occuper, s'il y a quelque chose à faire, qu'ils puissent s'occuper de mettre ça en place. Donc, je pense qu'on va vers une médecine plus personnalisée, on va vers un système qui requiert moins d'interventions d'hyper spécialistes qui sont peu nombreux. Donc, on va donner plus d'outils à plusieurs niveaux là, de cliniciens qui peuvent s'occuper des personnes qui en ont besoin. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je fais attention à prédire le futur. Là, non, mais je comprends. J'ai tout noté ici, puis je vous rappelle dans 5 ans. Mais non, mais pour de vrai, oui, merci. Merci beaucoup encore une fois. Votre passion pour le sujet est contagieuse. C'était vraiment, vraiment super clair et intéressant. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour cette magnifique discussion. Donc, je remercie encore une fois notre conférencier, Dr. Étienne Devilliers-Sidani.
En terminant, je vous rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Suivez également SP Canada sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Et encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire principal Novartis et nos commanditaires partenaires Biogem, EMD Serono et Roche. Moi, je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire. Moi, je suis toujours aux premières loges, mais j'espère que vous apprenez autant que moi. C'est toujours très, très, très intéressant. Moi, je commence à faire des liens entre tous ces webinaires-là que j'ai animés. Si vous en avez manqué un, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube. Ils sont tous disponibles et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir, bonne soirée.